Bonsoir. Bonsoir à tous, à toutes. Bonsoir aux fidèles qui étaient là tout à l'heure et aux nouveaux venus qui sont accueillis de la même façon. Merci beaucoup d'être là. Voilà la dernière rencontre de ces grandes rencontres, 14e édition. Et on va recevoir quelqu'un qui a une place particulière dans le paysage intellectuel français. D'abord, c'est un excellent romancier au départ. Il y a sûrement certains d'entre vous qui ont lu Lune de Fiel ou Les voleurs de beauté. En tout cas, je suis sûr que ceux qui l'ont lu, ils n'ont pas oublié. C'était des romans très puissants, très dérangeants. Et à chaque fois que j'évoque un de ces deux romans, ceux qui l'ont lu l'ont encore en tête. Et puis, il s'est attaché à observer ensuite l'état de la situation en Occident. Il est devenu un observateur très intéressé par les questions internationales. Il a pris position, certains jugeront qu'elle était malheureuse, d'autres qu'elle était bienvenue, au moment de la guerre en Ukraine récemment, mais plus avant, l'intervention américaine en Irak, etc. Et puis donc, c'est devenu, je dirais, le lanceur d'alerte d'une partie des Françaises et des Français et de leurs représentants sur le fait qu'à ses yeux, ces responsables politiques n'ont pas pris la mesure exacte de ce qui se passait et ont souvent pris des décisions en retard et n'ont pas immédiatement vu l'importance des décisions qu'ils prenaient ou qu'ils ne prenaient pas. Et donc, ils pensent que, de temps en temps, les responsables s'éloignent de la sagesse indispensable. Cette fois, ils s'attachent à l'évolution récente du statut de la victime dans notre société. Alors, évidemment, comme chacun d'entre nous, Pascal Bruckner considère que la victime doit être protégée, évidemment. La moindre des choses, depuis le Christ, c'est comme ça. Les démunis, ceux qui cherchent à sortir de chez eux, doivent être protégés, les malades. Ensuite, il est d'accord aussi sur le fait que, parfois, le plus souvent même, la victime a droit à une réparation. Lorsque quelqu'un a été victime d'une agression, donc il est normal que réparation fût faite. Pour lui, la question, c'est maintenant de considérer à ses yeux que la victime n'est plus seulement une victime. C'est comme ça qu'il voit l'évolution des choses. Et qu'elle a tendance à devenir héros dans notre société. C'est-à-dire que si vous avez connu des malheurs, même remontant à un siècle ou deux, si vous expliquez que vous êtes victime, cela vous donne automatiquement des droits. Et notamment, ce qu'il regrette le plus, c'est le droit de juger tous les autres. Alors que parfois, les gens auxquels on s'adresse n'ont pas été responsables. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens en France qui n'ont pas été responsables de la colonisation, par exemple. C'est une chose qui a été réalisée par leurs arrière-grands-parents. Et donc les accuser de ne pas considérer la victime comme il faut n'a pas de raison d'être vis-à-vis de gens qui n'ont aucune part dans cette affaire. Donc, le livre n'est pas encore sorti. C'est à Vichy, donc, que vous l'aurez en primeur. Il n'y a aucune ville en France, aucune librairie qui vend encore ce livre. Ce sera mardi prochain. C'est donc en avant-première un livre qui va faire parler de lui, parce que vous connaissez l'état des lieux sur la question. C'est une question très, très, très controversée. Voilà, on va recevoir Pascal Bruckner. Vous allez bien? Bonjour Pascal. Bonjour Philippe, ça va? Et merci pour le mot aimable. Ah non, mais ça fait plaisir. Ils sont vrais de ma part, parce qu'on se connaît depuis longtemps. On n'est pas toujours d'accord. Mais c'est toujours intéressant. Voilà, ça ne vient pas de nulle part. Ce ne sont pas des réflexes dont vous parlez. Ce sont des choses assez profondes. Et c'est pour ça que je me suis permis de vous appeler lanceur d'alerte. Parce que, qu'on soit d'accord ou non avec vous, il y a une chose qui est intéressante, c'est que le sujet est intéressant. Et que souvent, on entend des choses
un peu de travers sur ce sujet et qu'il est bien d'avoir un lanceur d'alerte qui dise moi je pense que on ne devrait pas continuer à agir dans cette direction. Voilà. Alors, et puis vous avez une qualité que je trouve personnellement bonne, mais que d'autres peuvent trouver moins bonne, c'est que vous êtes un peu provocateur. Vous aimez bien prendre les gens à rebrousse-poil et leur dire le contraire de ce qu'ils ont l'habitude de dire. Ça, c'est quand même une de vos qualités. Alors, je reprends quelques-uns des titres. Le sanglot de l'homme blanc. Le mariage d'amour a-t-il échoué? Point d'interrogation. La sagesse de l'argent. Vous imaginez. Le racisme imaginaire. Et puis, le dernier livre, c'était Le sacre des pantoufles, où vous accusiez, en gros, la société française, après le Covid, d'avoir choisi l'isolement, une sorte d'immobilisme. Et vous, qui êtes un graveur de montagne et qui connaissez l'effort physique depuis que vous êtes très jeune, vous avez senti en ce moment que, voilà, les Françaises et les Français perdaient le sens de l'effort. Ne pensez plus que l'effort était nécessaire et que les rencontres physiques étaient nécessaires. Et vous aviez regretté très fortement le sacre des pantoufles. Oui, alors en 2 mots. Oui, en 2 mots, effectivement, je disais qu'une des conséquences du Covid, c'était le repliement sur l'intérieur, le refus du monde et des voyages et l'oubli de l'autre, puisque justement la caractéristique du Covid, ça a été la toute-puissance de l'écran. On ne se parlait plus que par écran interposé. D'ailleurs, les conséquences de cet épisode, qui a duré longtemps et qui n'est pas fini, en plus dans ses conséquences, oui. C'est la peur des contacts, et la peur des contacts physiques, puisque toutes les enquêtes indiquent que dans la jeunesse, le rapport amoureux est devenu problématique, et que beaucoup de jeunes préfèrent choisir l'abstinence plutôt que de s'engager dans des relations qui source de troubles ou source de dérangement. On veut rester en paix avec soi-même et donc ne pas s'engager peut-être dans une relation amoureuse ou physique qui pourrait vous perturber. Mais pour faire le lien avec le livre actuel, vous parliez, Philippe, du refus de l'effort. Alors, je pense que dans notre rapport que nous avons en Occident avec la souffrance, depuis quelques siècles, ce qui a changé après la Seconde Guerre mondiale, d'abord pour ma génération, et puis pour les générations d'après, c'est que ce que nos parents avaient supporté, c'est-à-dire toutes les difficultés qu'ils trouvaient normales, nous ne les supportions plus. Et ce que nous avons supporté, nos enfants et nos petits-enfants trouvent cela intolérable. Et dans ces domaines, il y en a un effectivement qui est souligné, et que je crois Jérôme Fourquet a souligné tout à l'heure, c'est notre rapport au travail et à l'école. Le travail est vu comme une sorte d'astreinte intolérable dont nous devrions plus ou moins être affranchis. Il y a d'innombrables livres qui paraissent dans ce sens, sur la fin du travail. Souvenez-vous du débat qu'il y a eu à gauche entre Sandrine Rousseau et Fabien Roussel, elle représentante d'une gauche plutôt libertaire et écologiste, et Fabien Roussel incarnant la vieille gauche marxiste, voyant dans le travail le signe de l'émancipation des travailleurs. Eh bien, je pense que ce débat, il est au cœur de la société française et que beaucoup de gens qui ne sont ni à droite ni à gauche pensent qu'au fond, le labeur est une souffrance et c'est du temps volé à la vie. Je me souviens d'une réflexion d'une ouvrière qui avait dit un jour d'été « Quelle belle journée, dommage que je doive la donner à mon patron ». Ça m'avait frappé parce que on le pense tous, hein, mais je trouvais que c'était joliment formulé. Puis le deuxième domaine dans lequel l'allergie à la souffrance au sens d'effort est visible, c'est le domaine de l'éducation. C'est-à-dire que depuis mai 68, toutes les réformes de l'éducation, ça a commencé en 69-70, vont dans le sens d'un allègement de la contrainte pour l'enfant, dans l'idée qu'au fond, les devoirs qu'on impose aux petits sont des obligations peut-être superflues, qu'ils pourraient s'en passer, que lire des classiques, c'est peut-être s'engager dans une langue qu'on ne parle plus, avec des intrigues romanesques qui sont pour beaucoup oppressives, où les femmes et les minorités sont décrites de façon indécente aux yeux des gens d'aujourd'hui.
Et puis ce qui est vrai de la langue est vrai aussi de toutes les matières. Et donc nous assistons, alors ça j'enfonce une porte ouverte, à l'effondrement du niveau scolaire, sauf dans l'enseignement privé, d'où le fait que de plus en plus de parents inscrivent leurs enfants dans l'enseignement privé quand ils le peuvent financièrement, ou alors dans les lycées de qualité, tout simplement parce que le niveau baisse pour les élèves et que on sait que tout le monde aujourd'hui, ou presque, obtient son bac. C'est-à-dire qu'en fait, le bac, c'est presque un droit de l'homme qu'on a à sa naissance. Tu seras bachelier, mon fils ou ma fille. Bon, vous l'aurez de toute façon. Et ça ne vaut plus rien, puisque on voit bien que dans les rapports que font les professeurs d'université en première et deuxième année, le niveau d'orthographe et d'arrêt de calcul des étudiants est catastrophique. C'est que les gens ne savent pas écrire. Et ce que je trouve très symptomatique, c'est que dans les sous-titres de la télévision, vous regardez sur les chaînes d'information, il y a des fautes d'orthographe presque chaque fois. Il n'y a pas l'accord du pluriel, les subordonnés ne sont pas respectés. Oui, mais bon. Oui, non, c'est d'accord. Mais à force de dire bon, on a un phénomène global. Et donc, donc l'effort, qu'il soit l'effort... Les enfants aujourd'hui savent plus de choses que leurs parents connaissaient à l'époque. Enfin, disons ils ont plus de connaissances diffuses, mais moins de savoir profond. Et donc, voilà, tout ce qui est de l'ordre de de l'effort, mental ou physique, est vu comme une atteinte intolérable à nos droits. Et les mêmes personnes qui s'obligeront le soir à aller dans des salles de sport où elles suent et transpirent, ils souffrent le martyre, mais ça c'est un choix librement consenti, se refusent à le faire quand c'est dans le cadre du salariat, dans le cadre de l'éducation. Alors, la victime, c'est un phénomène très important dans notre société. En ce moment, tout le monde parle des victimes et de leur statut. C'est en train une notion qui existait très peu jusqu'à quelques décennies à peine et qui maintenant a une importance considérable dans la manière de voir les choses. Alors, vous dites un truc très vrai, juste au départ comme ça, c'est le Christ qui a le premier demandé à la population, donc la religion chrétienne, qui a demandé à la population de regarder la victime, le pauvre, le malade, comme quelqu'un qu'il fallait aider. Jusqu'avant, on faisait l'éloge de la puissance. Oui, c'est ça. Classiquement, c'est le fort qui règne et le faible doit s'incliner. Voilà. Et la grande révolution de Jésus-Christ est une révolution fondamentale dans l'histoire de l'humanité. C'est que Jésus est un esclave, il est crucifié comme un esclave qui demande de regarder le faible et l'opprimé comme celui qui a raison, qui doit être non seulement assisté, mais même qui doit dicter sa conduite au fort. C'est ce que Nietzsche appelle la morale des esclaves, et lui il le réprouve, mais c'est aussi la grandeur de la civilisation. On ne laisse pas des gens mourir dans la rue, on assiste les accidentés, et on ne laisse pas les gens mourir à l'hôpital parce qu'ils sont incurables. On prend soin d'eux. Mais sur cette révolution qui est extraordinaire par certains côtés, parce qu'elle a ouvert toute la voie à l'humanisme, s'est greffé, et c'est tout le sujet de mon livre, une sorte de déviation qu'on peut qualifier de perverse. Vous savez, il y a cette très belle phrase de Chesterton, « Le monde moderne est plein d'idées chrétiennes devenues folles », et que j'appellerais la victimisation. C'est-à-dire l'idée ou l'envie pour chacun d'entre nous de rentrer dans le rôle d'une victime, parce que si on peut se dire victime, si par exemple on nous a privés d'un droit, nous bénéficions à ce moment-là de tous les avantages de cette position sans avoir aucun devoir vis-à-vis de la société. Et donc les deux choses vont de pair. Il me semble que le grand défi aujourd'hui, c'est comment venir au secours des victimes et comment échapper à la tromperie de la victimisation systématique venant de catégories ou de chefs d'État ou de régimes qui se victimisent pour échapper au jugement commun. Alors ça, c'est pour ça que je disais que ça va faire débat, votre livre. Parce que c'est un problème qui n'est pas encore réglé, dont on sent qu'il évolue chaque jour et on ne sait pas quelle direction il va prendre. Parce que, bon, prenons le fait colonial, qui est finalement un des fondements de la victimisation aujourd'hui. C'est vrai que les pays d'Europe ont colonisé en Afrique, en Asie, beaucoup, on oublie, mais il y a eu beaucoup de colonies, dans le monde entier finalement, et que aujourd'hui, plus personne ne soutiendrait le fait colonial. Donc il y a eu des victimes. Il y a eu des dizaines de milliers, des centaines de milliers de morts des guerres coloniales. Donc, il est normal que les gens qui ont subi
la colonisation française, anglaise, belge, les Pays-Bas, etc., qui ont été victimes de leurs parents, leurs grands-parents, disent on a été victime de la colonisation. C'est vrai, ça vous l'admettez. Oui, alors... Et même vous admettez qu'il y ait réparation, d'une certaine façon. Ils ont souffert du fait, alors certes c'était nos ancêtres, mais ils ont quand même eu un préjudice très très important du fait de la colonisation. Bien sûr. Est-ce que vous êtes d'accord sur ce point? Oui, oui, bien sûr. Tout le sanglot de l'homme blanc, c'est là-dessus. Voilà. Et mais aussi sur les dérives très inquiétantes de cette mentalité de repentance. Mais alors, les crimes du colonialisme sont incontestables. D'abord, il n'y a eu que 8 pays d'Europe qui ont été colonisateurs sur les 27, et tous les autres ont été colonisés, soit par les Ottomans, soit par les Russes. Les Russes, les Suédois. Enfin, il y a eu plusieurs empires. Les autres empires. Et très curieusement, si les Occidentaux admettent leurs fautes et présentent des excuses, je n'ai jamais entendu les Turcs ou les Russes demander pardon pour ou les Chinois ou les Iraniens, puisque ça sont les grands empires qui ont régné au cours de l'histoire, demander pardon pour leurs fautes. Au contraire, les Turcs veulent continuer, aimeraient beaucoup recoloniser l'Europe orientale et si possible la Syrie, l'Irak et l'Égypte. Quant aux Russes, nous savons que la blessure de la destruction du RSS reste à vif. C'est pour ça qu'ils veulent reconquérir l'Ukraine et ensuite la Moldavie, éventuellement la Géorgie. Et donc évidemment, il ne s'agit pas de nier les crimes de nos ancêtres, mais il s'agit simplement de renouer une relation de partenariat avec les pays anciennement colonisés. Mais on voit que beaucoup de ces pays colonisés veulent jouer sur une sorte de rente mémorielle, pour reprendre l'expression de Macron. Et l'Algérie en est un bon exemple. Quoi que l'on fasse avec le gouvernement d'Alger, ça n'est jamais assez. Il faut toujours rajouter des clauses. Et l'Algérie considère qu'elle est en guerre avec nous, puisque dans son hymne national, vous le savez, il y a... Ils l'ont réintroduit, ils l'avaient enlevé. Ils ont réintroduit, l'ennemi, c'est le français, c'est celui qu'il faut abattre. Et de toute façon, la propagande anti-française en Algérie est continuelle, puisqu'on a même supprimé l'enseignement du français dans les écoles privées. Et donc, ils sont là dans une relation belliqueuse avec nous. Puis il y a les 3 pays du Sahel, Niger, Burkina Faso et, je ne sais pas le troisième, j'ai oublié, et Mali, qui, eux, ont carrément, sans doute à la suite des maladresses d'Emmanuel Macron, rompu les liens avec la France et qui sont en train de se donner corps et âme à la Russie. Je leur souhaite beaucoup de plaisir, mais au prix d'appauvrir leur population et de piller leur propre pays. Donc, il n'y a pas seulement ça, il y a, vous connaissez bien la rhétorique des empires dont vous venez de parler, c'est que non seulement il y a eu la colonisation, mais pour beaucoup de gens de ces pays-là, vous entendez les Africains, ils sont très clairs sur ce point, l'Occident continue de dominer. Ils ne sont plus colonisateurs, mais ils disent qu'ils contrôlent la finance internationale, tous les circuits financiers, tous les circuits logistiques, et que donc non seulement ils sont contre les colonisateurs, les ex-colonisateurs, mais ils considèrent aussi que la bataille n'est pas finie contre un Occident qui continue de les dominer. Ah oui, alors vous savez, il y a Alain Mabankou, l'écrivain franco-congolais, a écrit Le sanglot de l'homme noir. Oui. Voilà, c'était un peu un clin d'œil à mon livre. Et c'est vrai qu'il y a une tentation du colonisé, bien au-delà des indépendances, parce qu'en maintenant on en a plus de 60 ans, de continuer à se dire dominé par l'ancienne métropole pour expliquer un peu toutes les fautes. Et on a bien vu que dans les indépendances africaines et asiatiques aussi, toutes les erreurs et tous les crimes, Dieu sait s'il y a eu des régimes criminels en Afrique, ont été en quelque sorte justifiés en disant c'est la faute de Paris, c'est la faute de Londres, c'est la faute des Américains. Et la tentation est grande pour ces pays-là de ne jamais prendre leurs responsabilités et de ne jamais dire on est indépendant, à nous de prendre notre destin en main et de devenir comptable de nos actions, les bonnes comme les mauvaises. Et donc ce discours anticolonial après la défaite du colonialisme ou après l'abandon du colonialisme est à mon avis une facilité rhétorique pour justifier devant les populations qu'on a une gestion calamiteuse du pays. C'est vrai, mais il y a quand même un peu de vrai dans ce qu'ils disent sur la domination de l'Occident, sur les rouages je crois qu'aujourd'hui, il faut prendre aussi en compte on ne peut pas le nier non plus, quand même. L'état du monde. Les grandes nations dominantes s'appellent l'Inde et la Chine. L'Europe est riche peut-être matériellement, mais elle ne domine plus grand-chose. Et les États-Unis doivent partager leur leadership avec Pékin.
Donc, et on sait que l'Inde et la Chine ont en Afrique notamment et en Asie une action de type impérialiste extrêmement agressif. Et donc il faut vivre avec son temps. Il ne faut pas toujours vivre avec le regard en arrière. J'entendais l'autre jour un historien que je considère pour ma part un historien du dimanche expliquer que le colonialisme reste le grand tabou en France. Mais où est-ce qu'on a vu ça? On ne parle que de ça jour et nuit. Depuis que je suis petit, je n'entends parler que de ça, et à juste titre. On a raison de s'interroger sur notre histoire et sur nos fautes et sur nos crimes. Enfin, on ne peut pas dire que ce soit un tabou. Donc, toute une partie de la gauche, parce que c'est un phénomène qui touche beaucoup la gauche, est inconsolable de la chute de l'Empire. Et donc, elle voudrait qu'on continue à attaquer le colonialisme, alors même qu'il est quand même un peu moribond, parce qu'il apportait une clarté dans la vision du monde et qu'il y avait les méchants colonisateurs et les bons colonisés. Mais quand même, les choses ont changé et on ne peut pas dire que nous sommes aujourd'hui dans la même situation en Afrique et à Paris qu'en 1960. L'Algérie est indépendante et tous les États africains ont la maîtrise de leur destin s'ils ne veulent pas diriger convenablement leur pays, ils ne peuvent pas s'en prendre toujours à nous. Alors vous avez une réflexion à laquelle moi je n'avais pas pensé, mais qui est finalement très juste. Le statut de la victime en France a été quasiment changé par une décision, une quasi-décision du pouvoir. Après les attentats de 2015, les terribles attentats terroristes de 2015 à Paris, s'est posé la question de savoir si les victimes devaient être décorées. Et quelqu'un avait proposé d'ailleurs François Hollande. François Hollande, le président, avait demandé la Légion d'honneur pour les victimes. Beaucoup de gens ont dit non, quand même, la Légion d'honneur, c'est à des règles précises qui font qu'il faut avoir défendu, combattu. Or, les victimes étaient des gens qui n'étaient pas visés de manière précise. Bon. Donc le débat a eu lieu, mais quand même, la décoration qui a été choisie est supérieure à la décoration d'anciens combattants en France. C'est-à-dire que pour la première fois, en France, sur une décision d'État, on a décidé que la victime devait être mieux honorée que la personne qui avait défendu son monde. C'est votre premier déclic sur cette affaire du statut de la victime. Oui, alors ça, je pense que c'est un basculement symbolique très important, fruit d'une évolution qui a commencé dans les années 80, notamment quand le déporté dans la mentalité collective est devenu supérieur aux résistants, quand tout d'un coup la figure de ces hommes et ces femmes décharnés et âpres, voilà. Des victimes de l'Holocauste, voilà, ont supplanté le personnage du maquisard. Alors avec cette discussion qu'a entraîné François Hollande, effectivement on voit que la victime est devenue le héros contemporain. La victime homme ou femme, c'est-à-dire que le fait d'avoir été abattu au hasard dans une salle de spectacle est plus important que de s'être battu pour son pays. Et donc le malheureux tué à bout portant par des fanatiques vaut plus dans l'inconscient collectif que le valeureux qui meurt les armes à la main pour défendre. Voilà, qui meurt les armes à la main. Et là, je pense que là, effectivement, c'est une métamorphose très importante et qui dit quelque chose de notre pays et de l'envie secrète de beaucoup de nos concitoyens d'être considérés non pas comme des individus libres et responsables, mais comme des gens qui sont victimes passivement ou activement de la société, des conditions sociales, du climat, puisque maintenant c'est un... Il y a des victimes climatiques, oui. Voilà, c'est un facteur important. Et là, donc, on a basculé dans un autre ordre. Et alors, cet ordre a été accéléré par un certain nombre de phénomènes. Il y a eu ce que je vous disais sur la figure du déporté, ce qui fait qu'aujourd'hui, toute victime veut en quelque sorte calquer son sort sur celui du déporté, juif principalement. Il y a aussi une évolution qui vient des États-Unis et qui est capitale, à savoir que le politique, donc le jeu des forces politiques au sein du Parlement et au sein des élections, est concurrencé et de plus en plus supplanté par le juridique. C'est-à-dire que sur le modèle des États-Unis, qui sont une démocratie juridique, plus qu'une démocratie politique, le juge devient en France, le Conseil d'État, le Conseil constitutionnel, devient en France l'arbitre des différents conflits qui nous opposent les uns aux autres, au détriment du politique qui voit son rôle se réduire
d'autant que la gauche et la droite, par certains côtés, se sont beaucoup rapprochés. Et donc, pour un citoyen lambda aujourd'hui qui se sent victime d'un préjudice, que ce soit un accident, que ce soit une querelle entre voisins ou que ce soit une blessure, le recours au juge, le recours à l'avocat va devenir presque un réflexe. Vous savez, aux États-Unis, quand vous atterrissez dans une ville, la première chose que vous voyez en sortant de l'aéroport, c'est d'immenses affiches d'avocats en disant un accident, appelez-nous. Et donc, d'où l'inflation du droit qui devient une matière de plus en plus enseignée pour les hommes et les femmes. Et donc, ça veut dire que le statut de victime acquiert une sorte de quasi-sacralité dont personne ne veut se priver s'il se sent en quelque sorte lésé par les circonstances ou par un événement particulier. Ça peut même être des conflits familiaux qui vont être portés. Et puis, j'allais oublier, le troisième acteur, c'est les médias. Donc les médias sont fondamentaux dans la mise en scène de son propre malheur. Pour exister socialement, il faut non seulement pouvoir se dire malheureux, mais pouvoir mettre en scène cette infortune et avec le maximum de résonance possible. Donc vous avez le juge et les médias, quoi. Le juge et les médias sont effectivement, et aujourd'hui les médias tendent à supplanter le juge, puisque les médias deviennent, on le voit dans les affaires qui opposent certaines actrices à leurs metteurs en scène ou certaines personnes célèbres à d'autres, on voit que le tribunal médiatique tend à l'emporter sur le tribunal judiciaire parce que le temps des médias, c'est un temps instantané, c'est-à-dire que la nouvelle arrive sur les radios et sur les télévisions le jour même. Le temps judiciaire est très long. Tout procès en France prend au moins 2 ans, voire 3 ans, 4 ans. Et si par exemple la personne qui a été accusée, en général ce sont des hommes, est blanchie par le tribunal, ce sera 3 ou 4 ans plus tard. Et on a des exemples célèbres pour des hommes qui ont été accusés de viol. Il y a aux États-Unis Kevin Spacey, l'acteur, qui avait été écarté des tournages. Oui, des tournages. Exclu du site. Et il a été blanchi. Alors maintenant, on lui met un chaperon pour éviter, parce qu'il avait apparemment des gestes un peu lestes envers les jeunes garçons. Mais il y a aussi Luc Besson, qui a été montré du doigt, Patrick Bruel ou notre ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, qui en cour de cassation a vu enfin son innocence reconnue. Mais et donc les médias sont devenus la caisse de résonance et la caisse de légitimation de votre statut de victime. Donc tout à l'heure, vous parliez, quand vous me présentiez, vous disiez pour le christianisme, la souffrance était facteur de rédemption. À partir du 19e siècle, et progressivement, elle est devenue un facteur de réparation. On répare les souffrances. Eh bien, aujourd'hui, il y a presque une élévation, presque une résurrection, quand une personne précise, homme ou femme, peut se décrire comme victime, et donc elle monte dans une espèce de niche intouchable. Comme les saints qui sont dans les niches des églises, intouchables, et le fait d'avoir subi un préjudice ou d'avoir subi une atteinte grave à ses droits vous donne une autorité, quoi. Fait une autorité, effectivement, on ne peut plus le ou la critiquer. Alors, et vous dites même à un moment dans le livre qu'il y a une concurrence maintenant ouverte entre les victimes. Oui, alors c'est ça. On veut toujours être plus victime que l'autre. C'est-à-dire que le fait d'avoir soit été victime, c'était plus important et plus grave que l'autre victime. Il y a une concurrence de victimaire, c'est ce que vous appelez la concurrence victimaire. La concurrence victimaire, oui, j'avais déjà traité en 95, mais vous savez, il y a une discussion, je ne veux pas rentrer là-dedans, mais en 2 mots, en 1945, il y a une discussion entre 2 juristes polonais sur la qualification du génocide. Donc le mot génocide a été inventé par Raphaël Lemkin, mais un autre juriste polonais avait inventé la notion de crime contre l'humanité. Et finalement, à Nuremberg, quand on a jugé les responsables nazis, c'est le mot de génocide qui a triomphé, et l'autre juriste qui s'appelait Lauterpacht, pardon, les noms allemands sont compliqués à prononcer, je le sais pour le mien. Il s'appelait Lauterpacht, a dit, en choisissant le mot de génocide, vous allez ouvrir une querelle sans fin entre les peuples, les groupes et les minorités
qui vont se revendiquer de ce titre. Eh bien, c'est exactement ce que nous vivons aujourd'hui. Nous le vivons là avec la guerre à Gaza, où Israël est accusé de génocide. Mais on voit bien que si on regarde la scénographie politique des 40 dernières années, aux États-Unis comme en Europe, on voit bien par exemple que dans le mouvement afro-américain, les Noirs, descendants d'esclaves, se revendiquent de la noblesse du génocide et expliquent que le génocide des Juifs, c'est rien du tout, c'est la roupie de Sansonnet, qu'eux ont eu 45 millions de morts. Et c'est le grand débat qui avait eu lieu entre Malcolm X et Martin Luther King. Et dans la vie quotidienne, il est vrai que le statut de victime rencontre comme principal concurrent non pas le bourreau éventuel que l'on dénonce et que l'on désigne, mais en fait la personne d'à côté qui, elle, dit « mais moi aussi j'ai souffert, et j'ai souffert beaucoup plus que vous, et mon cas mérite d'être considéré », d'où les encombrements dans les chambres, dans les tribunaux, dans les chambres de justice internationaux, oui. Et à l'ONU, où chaque groupe, chaque peuple, chaque minorité, si vous regardez aujourd'hui ce qui se passe aux Nations Unies, on voit bien que les Ouïghours, les Rohingyas, les Ukrainiens, les Yazidis, les Kurdes se battent pour qu'on leur reconnaisse justement ce statut de victime, souvent de génocide, et que ce mot, à force d'être utilisé à tort ou à travers, perd son sens. Ouais. Et c'est la même chose au niveau individuel, où chacun d'entre nous voudrait en quelque sorte attirer le maximum d'attention sur son cas. Et ce qui était assez stupéfiant, c'est qu'au fond, la figure du déporté, qui était la figure vraiment du misérable, de celui qui était tombé au plus profond de la déchéance humaine, est presque devenu, l'habit du déporté est presque devenu un habit de lumière. C'est qu'au fond, chacun voudrait s'accaparer cette qualité négative. Et la Shoah, puisque c'est de ça dont on parle, entre autres, est devenue une sorte de magot symbolique que tous les peuples veulent prendre pour eux, en se disant, si moi aussi je rentre dans ce petit club très fermé, j'aurai des droits. J'aurai tous les droits. Une légende. Et je vais pouvoir éliminer les autres. Le problème, c'est qu'effectivement, dans ce combat pour l'accession à ce statut, c'est presque une nouvelle aristocratie. Autrefois, l'aristocratie était le sang bleu, maintenant c'est le sang qu'on a soi-même versé. Et c'est ça qui est inquiétant, il y a une transmission héréditaire du statut de victime et du statut de bourreau. C'est-à-dire que si vous avez été victime, par exemple, d'esclavage dans les Antilles ou à La Réunion, cette qualité se transmet à vos enfants et aux petits-enfants avec quand même un bémol important, c'est que faire des gens qui se prétendent descendants d'esclaves et dont on découvre qu'ils ont été eux-mêmes esclavagistes dans leur famille. Donc là, du coup, ça pose un petit problème. Le bourreau reste bourreau. Les Allemands, par exemple, dans une certaine rhétorique post-soviétique, celle de Poutine, restent des nazis à vie. Les Ukrainiens aussi ont été dotés de cette qualité. Et donc, dans un livre précédent, j'avais montré que l'homme blanc était raciste par nature. Même s'il se reproduisait avec des nouveaux enfants, il était raciste parce que blanc. Donc il y a cette volonté que je trouve un peu inquiétante de vouloir figer des catégories sociales ou nationales de manière définitive et éternelle. Et éternelle, comme si les gens ne pouvaient pas changer, et comme si au fond une victime, si on a été victime d'un accident ou si on a été victime d'une violence ou d'un viol ou d'une brutalité, on n'est pas forcément victime à vie. Et je cite dans le livre de nombreux cas de femmes qui ont été violées et qui disent qu'elles ne se sentent pas du tout victimes, mais qu'elles ont surmonté ce traumatisme et qu'elles veulent passer à autre chose. Et c'est pareil pour des gens qui ont connu la torture, qui ont connu les camps. Il y a une plasticité extraordinaire de l'être humain, je peux même dire que c'est le génie de l'être humain, qui fait que les traumatismes que nous avons subis ne sont pas dépassés, mais ils sont en quelque sorte déplacés dans notre psychisme. Et c'est ce qu'on appelle la résilience, donc ce terme qui a été beaucoup utilisé, qui vient des États-Unis, qui a été réinventé par Boris Cyrulnik. Mais nous avons effectivement la capacité d'endurer beaucoup plus que nous le croyons, et en réalité, nous sommes plus forts que nous le pensons. Alors, vous dites aussi que, voilà, vous avez un tout petit peu abordé, mais juste en 2 secondes, ce qui vous inquiète, la dérive que vous notez, c'est que le statut de victime
vous autorise chez vous, ensuite, à mener une politique très loin d'être libérale et très loin d'être ouverte. C'est-à-dire que vous pouvez, en s'affichant comme victime, être un bourreau chez vous. C'est ça que vous dénoncez. Oui, bien, oui. C'est-à-dire l'exploitation, et qu'on n'a pas le droit de demander des comptes, finalement, à celui qui se présente comme une victime. Oui, Il fait ce qu'il veut. Il est lavé de toute possibilité d'être critiqué. Voilà, être une victime vous donne tous les droits et ne vous contraint à aucun devoir. Vous croyez que c'est vraiment le cas, honnêtement? Honnêtement, oui, de plus en plus. Ah oui. Le victimisme est un bellicisme, c'est-à-dire c'est une... Oui, ça c'est une phrase qui est dure, c'est quand même... Ah ben non, mais c'est la vérité. Il y a des vraies victimes qui peuvent en vouloir à quelqu'un sans être bellicistes. Oui, bien sûr, mais c'est aussi l'autorisation qui est accordée à une personne ou à un groupe de pointer du doigt un autre groupe en disant eux, ce sont des bourreaux à jamais, indépendamment des circonstances de tel ou tel traumatisme. Alors, il faut remarquer quand même aujourd'hui, les tueurs, les grands tueurs internationaux, je pense à Poutine ou à d'autres, ont besoin pour justifier leurs crimes de se déguiser dans l'habit ou dans la défroque de la victime ouais, c'est ça. Pour dire, écoutez, j'ai souffert, j'ai donc le droit d'attaquer mon voisin et de le réduire en esclavage ou en quasi-assujettissement parce qu'il est méchant, il est nazi, c'est la guerre en Ukraine, mais d'innombrables guerres sont lancées. Alors il y a effectivement des victimes farcesques. Je pense à Donald Trump qui est comparé à Jésus-Christ par ses disciples, qui a traité le procureur qui l'accusait à New York d'agent de la Gestapo et qui s'est comparé tout récemment à Alexei Navalny en disant qu'il était lui-même un dissident. C'est comme un milliardaire pourchassé par la justice, mais qui va peut-être être bientôt président des États-Unis. Et je ne vois pas sur son visage les souffrances, les souffrances de Jésus. Disons qu'il est très très loin, me semble-t-il, de cette condition-là. Mais la victimisation est dangereuse justement parce qu'elle autorise toutes les falsifications, toutes les tromperies. Et c'est là que dans notre regard sur l'actualité, nous devons être capables de faire la différence entre la personne qui a vraiment souffert et qui dénonce une condition infamante et celle qui, au contraire, se joue d'un mal imaginaire pour acquérir un peu de pouvoir sur ses semblables ou sur le reste de la société. Alors, vous achevez la dernière partie du livre, c'est finalement comment évoluer quand on a été victime, vraiment, et quelle est la bonne stratégie qu'on doit adopter lorsqu'on a été victime sans tomber dans les travers dont vous venez de parler. C'est-à-dire comprendre qu'avoir été victime, c'est un malheur, mais que ça ne vous autorise pas à faire n'importe quoi de la vie qui vous est donnée après. Oui, alors après, il y a plusieurs choix. Il y a un choix personnel, puis il y a un choix collectif. Il est vrai que depuis 2015, pour revenir à la question que vous posez tout à l'heure, je trouve qu'on assiste à une revalorisation progressive du statut de héros. Parce que nous subissons des attentats islamistes, parce que la situation se tend, nous sommes plus sensibles aux gestes héroïques d'individus ordinaires ou de soldats ou de militaires qui vont sauver des victimes. Que ce soit la psychanalyste Anne Dufourmentel qui se jette à l'eau sur la plage de Pamplonne dans le Midi pour sauver le fils d'une amie qui se noie elle-même, ou que ce soit Arnaud Beltrame ou d'autres gens dont le sacrifice reste quand même gravé dans notre mémoire. Et donc nous sommes à une époque intéressante, me semble-t-il, où la victime qui était considérée comme le héros il y a encore 10 ans est peut-être en train d'être rattrapée par le véritable héroïsme d'abnégation d'hommes et de femmes quelconques, n'importe lequel d'entre nous, qui décide face à un enfant qui se noie ou face à une personne qui risque d'être brûlée dans un incendie, de risquer le tout pour le tout et d'aller la secourir, qui est la véritable définition de l'héroïsme. Ce sont des actes héroïques. Alors, je m'interroge aussi sur la figure des bourreaux. Bon, mais ça, c'est un autre chapitre. Mais alors, que faire quand on a été victime ? Et alors, une des tendances inquiétantes de notre société, c'est de considérer que chacun d'entre nous est une victime qui s'ignore. Qu'en réalité, nous avons été l'objet de pression, de persécution de la part de nos parents, de l'école, de nos maîtres,
si on a connu les écoles religieuses des prêtres et des curés, et que par conséquent il faut revenir dans notre passé, réactiver notre mémoire et fouiller pour voir s'il n'y aurait pas un abbé vicieux ou un père frappeur qui nous aurait tabassé et fait de nous l'être inquiet que nous sommes aujourd'hui. Et je trouve cette tendance inquiétante parce que d'abord ça peut être une fausse remémoration, et je ne suis pas sûr qu'il soit très bon pour un homme ou pour une femme parvenu à l'âge mûr de se dire qu'au fond ils sont eux-mêmes rentrés dans la sainte famille des victimes. Et vous savez, il y a un exercice intéressant aux États-Unis que je cite quand on se présente à l'université, c'est qu'on doit écrire la dissertation du trauma. Et donc pour mesurer la qualité d'un individu, il doit raconter le traumatisme qu'il a subi qu'il a subi dans son enfance ou dans sa jeunesse, pour montrer à quel point il a été capable de la surmonter, de le surmonter. Et la réponse de beaucoup de candidats, notamment venant des communautés asiatiques, est de dire: mais moi je n'ai connu aucun traumatisme. On a été pauvres, on a travaillé, mais pourquoi voulez-vous que ce soit un traumatisme? Les difficultés n'ont pas fait de nous des victimes. Tout embarras, tout tracas n'est pas une tragédie, mais c'est au fond un peu le cursus normal d'une vie, et une vie sans épreuve n'est tout simplement pas une vie. Donc, alors que faire quand on a été victime? Tout dépend de la gravité du préjudice que vous avez subi, mais il y a au moins deux réponses. Il y a ceux qui, en quelque sorte, rentrent dans ce rôle et se vivent comme des gens blessés à vie, donc ils n'arrivent pas à sortir de leurs blessures. Et puis il y a ceux qui décident, comme je l'ai dit tout à l'heure, de les surmonter et de se recréer sur de nouvelles bases sans ressasser à l'infini les traumatismes du point de départ. Et je pense que nous avons le choix à tout moment entre végéter dans la plainte et la récrimination, ou au contraire aller de l'avant et réinventer l'avenir. Et puis il y a aussi autre chose, pardonnez-moi Philippe, il y a aussi les peuples qui survivent dans la plainte permanente. Et ce qui m'inquiète en France, pour rejoindre ce que disait tout à l'heure Jérôme Fourquet, c'est que nous sommes, nous Français, un peuple qui émettons en permanence un cahier de doléances vis-à-vis du reste du monde, de nos compatriotes, de l'État, et un peuple qui perd la capacité de résister à l'adversité est peut-être un peuple qui perd aussi la capacité de se renouveler et de réagir aux difficultés du temps. Parce qu'en fait, au final, c'est ça le vrai problème de la victimisation. C'est pas simplement qu'on se vit comme une sorte de saint laïque. Proscrit, oui. Un proscrit, c'est aussi qu'on perde la résistance, la capacité de résister aux aléas de l'histoire. Nous vivons en ce moment un moment historique extrêmement difficile, totalement inédit depuis la Seconde Guerre mondiale, mais les jeunes générations, et même la mienne, nous n'avons pas les armes capables de fourbir pour affronter cette épreuve-là. Et donc nous abordons une époque ardue avec les réflexes d'une période de tranquillité. Et c'est vrai que j'appartiens à la génération probablement la plus douce de l'histoire du XXe siècle. Nous avons tout eu, la prospérité, le plein emploi, la paix. Le sida est apparu finalement. Le progrès. Et aujourd'hui, les jeunes générations ont le réchauffement climatique, les guerres à nos portes, le terrorisme et un certain nombre d'autres difficultés économiques. Et donc la tentation pour ces générations, c'est de baisser les bras et de se dire « je me tiens peinard dans mon coin, j'essaie de ne pas faire de vagues et je ne veux rien savoir du reste du monde ». C'est la tentation de s'enfouir la tête dans le terrier dont je parlais dans mon précédent ouvrage. Mais je pense que ça ne fait pas une nation conquérante. Oui. Et alors, pour finir, vous avez une phrase, en gros, parce que je croyais que j'avais emmené le livre, mais je ne l'ai plus, c'est quand on est vraiment, vous parlez là pour l'ensemble de nous tous, quand on est vraiment opposé à l'injustice et à la fabrication de victimes, on a un seul devoir, que ça ne se reproduise jamais.
C'est ça le devoir du citoyen qui est absolument opposé aux injustices. Un devoir, ne pas permettre que ça se reproduise. Mais peut-être pas de porter les injustices de tout le monde pendant toute sa vie. Non, alors en tant que... Allez dire aux Français d'aujourd'hui, un garçon, une fille de 10 ou 15 ans, qu'ils sont coupables de tous les crimes commis par leurs aïeux depuis la découverte de l'Amérique par Christophe Colomb, c'est quand même un peu fort de café. Attendez, faut pas se moquer du monde. Personne ne peut le faire, et d'autant que les pays occidentaux ont quand même reconnu leurs crimes, et à juste titre. Donc que faire vis-à-vis des injustices du passé? Deux choses. Un, reconnaître qu'elles ont eu lieu, mais ceci est de l'ordre de l'histoire et non plus de la mémoire. Nous n'avons plus à affronter des mémoires hostiles, mais au contraire à réécrire l'histoire de nos pays respectifs, je pense notamment au cas de l'Algérie, sans en permanence nous jeter les morts à la figure les uns des autres. Et la deuxième chose, et c'est ce que vous disiez, notre deuxième devoir, c'est de combattre les injustices partout où elles se passent aujourd'hui dans le monde. Et ça, c'est déjà un travail considérable. Ah ben, c'est un travail considérable. C'est-à-dire que nous insistons très souvent, notamment toute la gauche repentante, sur les crimes du passé, pour ne pas voir les crimes du présent et pour exonérer en quelque sorte les malfaiteurs actuels de leurs ignominies. Et ça, il me semble que c'est une attitude rétrospective. Nous regardons l'histoire dans un rétroviseur au lieu de la regarder devant nous et de dire nous allons essayer de construire un monde meilleur. Mais ça, toutes les sociétés et tous les peuples ont tendance évidemment à vouloir échapper aux tragédies de leur temps parce que c'est pour eux une tâche difficilement surmontable, surtout quand ils ont vécu, comme nous, Français, dans la paix depuis 1945. Et l'Europe a trop aimé la paix, et aujourd'hui, malheureusement, elle s'aperçoit que cette période bénie est terminée et qu'il faut rentrer dans une nouvelle ère. Et je crois que le devoir des élites, intellectuelles ou politiques, c'est justement de façonner les cadres psychologiques et philosophiques pour expliquer aux gens qu'il faut se préparer au pire, au moins pour l'éviter. Vous n'êtes pas beaucoup plus optimiste que le précédent intervenant. Hein. Non, mais je crois que la... Fourquet... Non, mais il faut toujours revenir au mot de Gramsci, optimisme de l'intelligence... Voilà. Non, pardon, pessimisme de l'intelligence, optimisme de la volonté. Mais je pense que nous avons en réalité beaucoup plus de ressources que nous le croyons et que nous avons tendance à surestimer nos ennemis et à les croire invincibles. Or, quand on regarde les menaces physiques qui nous entourent, que ce soit les régimes islamistes belliqueux ou les régimes nationalistes agressifs, la Russie, la Turquie, l'Iran et les différents groupes djihadistes, ces pays-là sont eux-mêmes minés par les divisions, par la faiblesse, par le doute. Le grand problème des démocraties, et ce qui fait croire à leurs ennemis... C'est que les doutes sont visibles. Hein. C'est que nos doutes sont visibles et que nous ne cessons chaque jour de gratter nos plaies. Donc effectivement, c'est l'exercice de la presse, c'est l'exercice du Parlement, c'est l'exercice des partis politiques. Nous ne cessons de mettre le doigt sur là où ça fait mal, où ça va mal. Et donc quand les dictateurs ou les despotes autour de nous nous regardent, et en plus quand ils voient que nous édictons des lois qui leur font horreur, je pense au mariage pour tous ou au groupe LGBT qui hérissent les nationalistes slavophiles en Russie, ils se disent mais ils sont fichus. C'est la décadence, c'est Sodome et Gomorrhe. Nous allons les ramasser à la petite cuillère. Eh bien, ça n'est pas vrai. La preuve, c'est que d'abord, en France, nous avons très bien surmonté les attentats au prix d'innombrables victimes, mais il n'y a rien eu depuis. Enfin, il y a eu Samuel Paty et Dominique Bernard, mais il n'y a pas eu d'attentat de masse depuis Nice. Ce qui prouve quand même que nos services de renseignement sont bien faits, que la police sait frapper et neutraliser, si besoin est, les djihadistes, ce dont je crois nous nous félicitons tous. Et puis même notre réaction face à la guerre en Ukraine n'a pas été du tout celle attendue par les autorités de Moscou. Oui. Par les autorités de Moscou. Ils pensaient que nous allions nous aplatir et dire oui au grand maître, oui monsieur le tsar, je vous en prie, servez-vous. Non, l'Europe a réagi. Alors on peut juger que cette réaction est molle, mais vous savez, les sociétés c'est comme des tankers. Pour faire bouger un tanker, il faut des semaines. Et là, il nous faudra des années, peut-être 10 ans. Mais il faut dès maintenant éduquer les jeunes générations dans l'idée que ça va être difficile, mais que ça vaut vraiment le coup pour préserver ce trésor, parce qu'on l'oublie,
que constitue l'Europe occidentale, que le monde européen, au niveau de la civilisation et des institutions... Et de la liberté. Et de la liberté et de la prospérité, c'est quand même quelque chose qui n'existe nulle part ailleurs. Je crois qu'aucun d'entre nous ne voudrait vivre dans un pays où prédomine la charia, ou à Moscou, ou à Pékin, ou à Téhéran, et moins encore en Corée du Nord. Donc, nous ne mesurons pas les bénéfices qui sont les nôtres. Nous sommes des enfants gâtés qui prenons nos privilèges pour des droits acquis à jamais. Ben non, ces privilèges, il faut se battre pour qu'ils restent tels pour les jeunes générations. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci. On est d'accord ou pas d'accord, mais voilà, c'est une pensée intéressante et qui voilà, nous permet de regarder parfois les choses un peu autrement qu'on l'avait imaginé avant d'écouter Bruckner. Merci beaucoup à tous. Merci pour les grandes rencontres, parce que sans vous, il n'y en aurait pas. Au revoir.